J'ai créé mon cabinet il y a 5 ans à la rue Tronchet. On est plusieurs spécialistes dans le cabinet. Je fais du droit du travail, j'ai une autre personne qui fait du corporate fusion-acquisition. C'est un cabinet de femmes. Effectivement, le droit au féminin, puisqu'on considère que les femmes sont plus à l'écoute, avec le sourire et avec la technicité en plus en matière de négociation. C'est ce qu'on remarque, main de fer dans un gant de velours peut permettre parfois d'aboutir à des accords sur les relations au travail, puisqu'effectivement quand je reçois des cadres, ils me font part effectivement des relations de travail qui se détériorent, se mettent en arrêt maladie, et ensuite j'ai beaucoup de dossiers de ce type qui me demandent comment je fais pour sortir de l'impasse. Je ne veux pas rester tout le temps dans cette situation. Comment sortir de l'impasse? Est-ce qu'il faut aller en contentieux? Est-ce qu'il faut faire une médiation? Je m'appelle Muriel de Saint-Sauveur, je viens de créer une société qui s'appelle Women Masterclass et qui propose des formations au leadership au féminin. Et la femme a souvent des barrières physiques qui existent, mais aussi des barrières inconscientes et des freins qu'elle se met et qui peuvent être travaillés par du conseil, des formations et des rôles modèles. Il y a 56% des femmes qui travaillent dans le monde, donc c'est quand même de plus en plus important, et elles arrivent dans l'entreprise, dans le monde du travail, quel qu'il soit, avec encore la vie privée sur le dos. D'un autre côté, vous avez la génération Y qui arrive et qui demande la même chose pour d'autres raisons. Le partage entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus poreux à cause des outils informatiques que nous avons. Et toutes ces trois révolutions en même temps fait que vous avez une mutation sociale importante et la femme arrive à ce moment-là dans le milieu du travail. Et je constate que les femmes ont terriblement envie de partager, ont terriblement envie de comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à tout faire, à faire ce qu'elles veulent, et ont terriblement peur du regard. Et c'est ce regard de l'autre, ce regard de l'entreprise, ce regard de la société qui leur impose des freins, qui leur impose un certain nombre de réticences à faire. Et puis elles n'ont pas eu l'éducation identique à celle des garçons, à qui pour lesquels on accepte un certain nombre de choses, que l'on pousse dès qu'ils sont petits à être les meilleurs. Et les filles, on leur dit quand même, soyez sages, soyez mignonnes, soyez bonne élève. Et le jour où vous êtes bonne élève et que vous attendez dans l'entreprise qu'on vous donne une augmentation, eh bien vous ne l'avez pas. Parce que si vous ne la demandez pas, vous n'aurez rien. Et donc c'est tout ça qui m'a amenée à faire cette formation. J'ai créé cette année avec un associé une galerie d'art et qui vont utiliser des techniques avant-gardistes, tout comme des artistes qui utilisent des technologies de pointe tout à fait actuelles. Chaque exposition que nous concevons, nous amenons un élément extérieur à dialoguer avec l'artiste que nous exposons. Alors ça peut être tout à fait un autre artiste qui a influencé celui que nous exposons, et à ce moment-là, nous créons une forme de continuité dans l'histoire de l'art. Mais ce peut être aussi un élément tout à fait extérieur, comme une avocate, une entrepreneuse, un médecin, etc., dont je dirais que le talent ou le savoir est en lien avec le thème de l'exposition. Et donc notre idée, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'à la fois on s'est rendu compte que l'art pouvait tout à fait être enrichi d'autres domaines, mais aussi parce que le terme art contemporain fait peur à beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement cultivés, des érudits, et qui seraient à même de comprendre et d'aimer l'art contemporain, mais qui sont, et je les comprends, relativement rebutés, dans le sens où parfois ils visitent une exposition, ils ne comprennent pas forcément l'exposition en y entrant, mais ils ne la comprennent pas non plus en sortant. Et ce n'est pas tout à fait ma vision de la vie. Je pense qu'il peut y avoir énormément de choses qu'on ne comprend pas, mais le but, c'est quand même d'emmagasiner des informations et de s'approprier les choses auxquelles on s'intéresse. Et donc, notre idée, ça a été d'amener justement cet élément extérieur pour y apporter une intelligibilité. Et donc, à ce moment-là, on va demander à cette personne extérieure, que ce soit l'avocat, le médecin, l'archéologue, de discuter avec son point de vue d'entrepreneur finalement, d'expliquer l'exposition avec son regard à lui. L'idée étant justement d'amener les gens vers l'art contemporain et d'élargir le panel d'artistes, tout comme le panel de collectionneurs, à collectionner, puisque je pense que c'est quand même une des choses les plus intéressantes qui soit.
sommes, et on le voit bien, dans un débat qui a largement dépassé le régime, aujourd'hui de l'auto-entrepreneur, et qui est un débat de société. Oui ou non, voulons-nous une société qui accepte facilement le travail indépendant dans ce pays? Alors au-delà de ça, ce qui se pose aussi, c'est quelles sont à la fois les contraintes et les enjeux. L'enjeu du travail indépendant versus le travail salarié, c'est l'enjeu de la protection sociale. Donc qu'allons-nous faire de la protection sociale? Quelle protection sociale envisageons-nous de donner à tous ces travailleurs en fait indépendants qui font comme ils peuvent dans un domaine où, à l'évidence, on a deux catégories en France. On a des gens dont on dit qu'ils sont protégés, certains disent même qu'ils sont des surprotégés, et d'autres qui ne sont pas protégés du tout. Et évidemment, dans 20 ans, quand on tirera l'addition, quand on fera la soustraction, et on s'apercevra qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont un régime de retraite, et d'autres qui n'en auront pas. Il est urgent que nous réfléchissions à la bonne façon de faire converger les régimes sociaux. Je n'ai pas dit les coûts sociaux, j'ai dit les droits sociaux, parce qu'évidemment, la France est le pays qui a inventé la protection sociale. On ne peut pas faire deux catégories de gens qui soient à ce point discriminés dans leur régime de protection sociale. Évidemment aussi, quand on ouvre cette question, on ouvre la question finalement du spectre et du périmètre et du champ du possible pour les travailleurs indépendants dans ce pays, qui pour le moment ont un périmètre qui est contraint, parce que le droit est comme ça, il est en fait contraint dans le service majoritairement aux particuliers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rend un service à une entreprise et qu'on est un travailleur indépendant, on est dans le risque de la requalification. Et la requalification, ça coûte horriblement cher, et les entreprises rechignent, craignent que l'addition soit trop lourde lorsqu'ils voient leurs contrats entrepreneuriaux avec des travailleurs indépendants requalifiés par l'administration en contrat de travail. La conséquence est en moyenne estimée à 45 000 € à chaque contrat, donc c'est relativement coûteux. On essaye de centrer ce cabinet sur nos patients. Nos patients, qui sont des patientes et des patients, à peu près 25% d'hommes dans nos patients. On centre notre cabinet aussi sur le patient en l'écoutant, en le considérant et en le respectant. Donc voilà, c'est malheureusement pas toujours le cas dans notre profession, mais nous on essaye de vraiment mettre ça en avant. Et c'est à mon avis fondamental. J'ai fait moi ce métier pour avoir des relations avec des gens, c'est pas pour faire de l'abattage industriel, donc voilà, l'argent est important mais l'humain passe devant. Notre métier a souvent une connotation futile, c'est pas plus que l'apparence, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. On croit en soi parce qu'on se sent bien dans son corps, dans sa tête et on y va. J'ai fondé mon agence de communication il y a maintenant pas mal de temps, Iris Conseil, après avoir travaillé dans des grosses entreprises. Mon agence, c'est une agence de relations presse, relations publiques, événementielles, etc., très orientée vers l'automobile, très orientée vers les voitures anciennes, les rallyes de voitures anciennes et tout et tout. Donc, moi, je voulais juste dire un mot sur toutes ces nouvelles technologies, que ce soit Internet, les nouveaux médias, etc., je pense que ce sont des outils absolument extraordinaires, très intéressants, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Et il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est toutes ces agences qui ne fonctionnent que via Internet, via des emails, via des trucs, on envoie, on fait un clic, on envoie 500 personnes, pof, on est content, on a fait son travail. Et je pense que ça n'est pas véritablement la solution globale, parce que ça déshumanise complètement le relationnel, et c'est vraiment un outil parmi tant d'autres, et il ne faut pas oublier de faire du téléphone, d'avoir des déjeuners, des rencontres, etc. Et j'ai un exemple qui est assez amusant, très très récent, il y a le mondial de l'automobile en ce moment, j'y suis allée, j'ai rencontré plein de gens que j'ai eu l'occasion d'inviter très peu de temps après à une grosse opération que nous organisons. Et dans les taux de réponse, les gens que j'ai rencontrés au mondial m'ont tous répondu du tac au tac.
Tous ceux que je n'ai pas vus depuis un moment, je relance, je relance, je relance, ce qui me prouve bien que la dimension humaine et la dimension relationnelle dans tous ces métiers est quelque chose de clé. Ça fait plus de 45 ans que je travaille dans le courtage d'assurance où je suis à mon compte. Ces personnes qui travaillent chez elles, qui sont auto-entrepreneurs, alors si c'est dans des métiers bien précis, oui, il y a l'assurance de l'autre côté, hein, puisque je suis assureur. C'est pas très très cher. L'assurance, c'est quand même un chèque en blanc, il faut le savoir. C'est un chèque en blanc qu'on vous offre. Et ça va vraiment, ça peut aller jusqu'à certains millions, hein, et plus même. Malheureusement, être assuré aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, il faut vraiment avoir des diplômes, parce que pour faire confiance, parce que c'est un chèque en blanc qu'on donne à toutes les personnes qui s'assurent, c'est un chèque en blanc, il faut le savoir. Donc on a besoin derrière de confiance, voilà, parce qu'énormément de personnes ne s'assurent plus. Hein. On a 1 million de voitures qui ne sont pas assurées. Avec le nouveau répertoire des numéros d'immatriculation, on sait exactement.